Dialogue épisode 15, Nasser Djemaï. Nasser, bonjour. Bonjour. Le chemin n'a pas été trop long? Non, je suis descendu de quelques marches et puis pour vous rejoindre dans la salle de l'atelier théâtral, je suis très heureux de vous retrouver. Merci de nous recevoir, on est au Théâtre des Quartiers d'Ivry. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Je suis Nasser Djemaï, je suis auteur et metteur en scène et je suis le nouveau directeur du Théâtre des Quartiers d'Ivry depuis janvier 2021. Et quoi dire d'autre à part le fait que je suis très heureux d'être ici dans cette immense maison et que une maison où il y a tout à faire et où il y a tout à inventer, tout à écrire avec une équipe formidable. Donc je suis prêt. Justement, ça fait quoi un directeur de théâtre, à fortiori de Centre Dramatique National? Ça fait quoi ça? C'est une bonne question parce que d'abord je suis directeur de théâtre depuis 2 mois, donc déjà j'apprends à être directeur. Mais je crois que c'est aussi impulser des perspectives. C'est aussi inscrire un projet sur un territoire. C'est aussi porter des rêves, des espoirs, une vision globale. Pour tout un équipement, une équipe. Et je crois que c'est aussi s'inscrire dans une filiation. Il y a une longue histoire théâtrale dans la ville du théâtre, dans la ville d'Ivry. Et c'est vrai que je me dis, je ne suis pas là par hasard. Donc il y a quelque chose de très, très... à la fois très stimulant et très, comment dire, il y a une dimension un peu intimidante quand même, parce qu'on est dans une véritable institution et qui force un petit peu à l'humilité et surtout la volonté, non seulement la volonté de bien faire, mais surtout inscrire ça sur un temps long. Et au contraire ne pas être dans ce que notre société a tendance à l'injonction de nos sociétés vers une sorte de dictature de la vitesse et qui est toujours dans l'immédiateté, alors que je me force aussi à penser sur des choses plus larges, plus pérennes. Voilà. Et je crois que j'arrête pas. J'ai toujours cette phrase de mon frère qui un jour me disait tu sais Nasser, c'est toujours la tortue qui gagne. Et je trouve ça assez juste dans le sens où faut vraiment prendre son temps pour bien faire les choses et c'est ce que je compte faire. C'est un sacré baptême du feu, du coup, avec le Covid. C'est quoi les défis, là, actuellement? Puisque, naturellement, vous ne pouvez pas ouvrir encore. Il y a peut-être une perspective qui s'entreaperçoit sur une réouverture des lieux culturels. Comment vous vivez ça? Oui, c'est un baptême du feu à plusieurs titres, parce que c'est d'abord effectivement une prise de poste en pleine pandémie. Donc prendre la tête d'un théâtre à l'arrêt, donc c'est assez vertigineux, c'est vrai, parce que c'est découvrir tout un équipement qu'on ne voit pas tourner normalement. Alors Dieu merci, je sais d'habitude comment fonctionne un théâtre en ordre de marche, mais je le découvre en tant que directeur à l'arrêt. Et après, je me suis dit, peut-être qu'il faut inverser la vision et se dire, peut-être que c'est peut-être un avantage. C'est peut-être un avantage aussi pour moi, mon équipe, de se dire, on va se rencontrer autrement. On va prendre j'allais dire la situation dans un sens différent et se dire, c'est peut-être un temps dont il faut se servir, qu'il faut tourner ça en avantage et pour à la fois déployer le projet dans toutes ses formes et puis imaginer une temporalité qui serait pas la temporalité entre guillemets normale où des spectacles se joueraient tous les soirs et du coup peut-être mieux préparer une rentrée prochaine qu'on espère en septembre prochain avec
en croisant les doigts. Je vais te poser une question de profane. Moi, je suis Ouais. pas un grand consommateur de spectacles vivants, je préfère le lire. Du coup, moi, de mon point de vue, je me demandais, est-ce que ça aurait un sens, pas forcément pour votre théâtre à Ivry, mais de manière générale, pour le théâtre, de diffuser typiquement, par exemple, je sais pas, actuellement, lorsqu'un équipement est fermé, de diffuser des spectacles en ligne ou autre. Est-ce que ça aurait du sens ou est-ce que ça enlève vraiment l'expérience théâtre? Alors, c'est une question forcément qui agite, j'allais dire, le monde du secteur culturel actuellement, mais je dirais que l'essence même du spectacle vivant, c'est vraiment des vivants qui s'adressent à d'autres vivants. Et alors même si aujourd'hui on peut pas faire autrement et que les spectacles en streaming peuvent être une solution, Les vivants, actuellement, ils sont en réunion sur Zoom. ils sont en réunion sur Zoom, c'est vrai, mais euh, c'est une manière d'exister, c'est vrai. Mais ça ne remplacera jamais l'expérience du direct. Alors effectivement, on y pense, hein, on se dit que c'est peut-être une façon d'exister, mais il y a quelque chose qui arrive rapidement à bout de souffle, parce que là, d'un seul coup, je veux dire, si on s'inscrit sur la longueur et j'allais dire dans l'espace-temps qui se prolongerait, quelque part, on se retrouve en concurrence avec, j'allais dire, des plateformes dont eux, c'est leur métier. Je pense à des plateformes comme Netflix, comme d'autres. Il n'y a pas de théâtre sur Netflix encore, c'est peut-être un... Oui, mais je dirais, on se bat pas avec les mêmes armes. Ils sont forcément plus forts que nous parce que on est dans un domaine qui est le leur pour le coup. Et je dirais que le spectacle vivant, malheureusement, il est frappé de plein fouet aujourd'hui par son inactivité, enfin, j'allais dire, l'impossibilité d'ouvrir ses portes. Et je crois qu'il nous ramène aussi à notre propre fragilité. Donc, il faut aussi peut-être l'accepter. L'accepter le fait que, au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut pas ouvrir les portes de nos théâtres. C'est un crève-cœur. On peut trouver des solutions, j'allais dire, des solutions intermédiaires, des solutions pour pallier à ce manque, mais ce ne seront que quelque part des demi-solutions. Je veux dire, mais ça ne remplacera jamais l'essence même qui est la raison d'être du spectacle vivant, c'est-à-dire le direct. Est-ce que tu peux nous dire comment s'appelaient tes parents, quel est leur parcours et plus généralement tes origines? Oui, mon père s'appelle Djemaï Guirayeb et ma mère s'appelle Gozala Guirayeb. Mes deux parents sont cousins germains, comme il se passe souvent au bled. On se marie entre cousins. D'ailleurs, mon nom de famille, c'est Nasser Guirayeb. J'ai pris par choix le prénom de mon père, donc ça fait Nasser Djemaï. Et ils viennent tous les deux du sud-est de l'Algérie, au sud de Constantine. Ils viennent de Tébessa. Et mon père est arrivé en France dans les années 60, en 68 exactement. Et ma mère, mon frère et ma sœur les ont rejoints, rejoint mon père 2 ans plus tard. Voilà, donc et se sont installés d'abord. Mon père est arrivé tout seul à Marseille, et ensuite ils se sont installés à Grenoble pour travailler dans les mines de ciment, où on embauchait à tour de bras à l'époque. Voilà. Et c'est comme ça que 1 an plus tard, je suis né en 71 à Grenoble. Alors la vie dans les années 70-80 à Grenoble, c'est quoi quand on est J'ai l'impression qu'on parle de la préhistoire. De parents immigrés. Ah tu t'as parlé de la vitesse tout à l'heure. Le début des années 2000, c'est limite une éternité maintenant. Ah, les années 70, d'abord j'étais tout petit. J'ai l'impression que c'était quand même les années où tout était possible. Alors, moi j'ai une particularité dans ma trajectoire, c'est que moi j'ai jamais connu les cités. J'ai jamais connu les grands ensembles urbains. Parce qu'il se trouve que le premier boulot de mon père, c'était dans les montagnes de Grenoble. Donc, ma famille s'est retrouvée à 600 mètres d'altitude.
Donc entouré de vaches, de chèvres, les bottes de foin, et puis j'allais chercher le lait chez Madame Ray, où j'avais peur de ces vaches qui étaient des bêtes immenses. Et je la voyais traire devant moi avec une odeur impossible de fumier, et ce chien là qui me faisait toujours peur quand j'arrivais chez elle, et des coqs et des poules de partout. Et pour moi, les années 70, c'est ça, c'est vraiment c'est la liberté totale. C'est qu'il y avait aucune limite. Je suis un enfant qui a grandi avec aucune limite, à part évidemment la limite du padre et de la madre, et puis les limites de l'école. Mais à part ça, j'ai un sentiment de liberté absolument absolue, pour dire. Mais c'est vrai que c'est un sentiment de infini. Est-ce que où les choses où tout était possible. Tu parles de liberté, est-ce que c'est le cocon familial qui t'amène un petit peu à la culture, au théâtre? Ou est-ce que tu le trouves ailleurs, notamment à l'école? Non, je le trouve plutôt ailleurs, à l'école. Je le trouve... d'ailleurs, l'un va pas sans l'autre. C'est que mon parcours de ma famille, justement, dans les hauteurs de Grenoble, a fait que je me suis retrouvé avec des amis vraiment de toute classe sociale, à la campagne. Et donc j'étais à la fois avec des gens de la bourgeoisie catholique, aussi, mais aussi avec de tout corps de métier, justement. Et l'école était constituée comme ça, et c'est ce que je retrouvais ensuite au collège. Donc j'ai très très vite, j'ai jamais eu ce sentiment d'appartenir à une zone, en fait, à part la zone de la campagne. Et d'ailleurs, quand on se retrouvait la zone de la campagne, on se prenait des claques quand on allait à la ville, parce que les gens de la ville étaient beaucoup plus armés que nous, ne serait-ce qu'au sport. Et parce qu'ils pratiquaient le foot, le hand, le basket, et on se prenait on était toujours les derniers. Voilà, donc c'était... et donc, je nourrissais une sorte de complexe vis-à-vis des gens de mon âge, de la ville, parce qu'ils étaient toujours en avance. Ils avaient toujours un coup d'avance sur nous. Donc, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré le théâtre avec mes copains de la ville. Justement, parle-nous de ta découverte du théâtre. Il se trouve que ça arrive par une œuvre spécifique ou de manière un peu plus... Non, ça arrive par l'ennui de la campagne, qui fait que, effectivement, quand je me retrouvais dans ma campagne le week-end où on s'ennuyait à mourir, alors en contrepartie, on passait notre temps à bricoler des mobylettes, à fabriquer, à se faire des cabanes dans les bois. Mais les gens de la ville, ils pratiquaient les arts aussi. Donc la musique, la danse, et donc ils nous racontaient ça le week-end, et notamment dans le milieu de la bourgeoisie catholique. Et pourquoi j'insiste sur catholique? Parce que c'était ces jeunes qui fréquentaient ce qu'on appelait à l'époque, et ça s'appelle toujours, l'aumônerie. Donc c'était un milieu donc religieux qui était orchestré par des parents d'élèves, hein, mais autour d'une dimension religieuse, notamment la place de la religion catholique. Et il nous racontait tout ce qu'il faisait le week-end, quoi. Et donc quand j'arrivais le lundi matin, je dis nous à l'aumônerie on a fait ci, on a fait ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Nous, on se fait chier, quoi, à la campagne. Et je dis à mon pote, je peux pas, je pourrais venir. Il me dit, bien sûr. Et jamais il est venu se poser la question de savoir que j'étais de confession musulmane ou pas. Je me dis, tu veux venir, tu viens. Donc c'était pour moi d'abord une rencontre d'ennui, et puis surtout la volonté d'être avec des copains, quoi. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à jouer à faire des stages de théâtre, à jouer de la musique. Et je me suis dit, mais c'est super ici, mais on peut tout faire. En plus, il y a juste à avoir envie, quoi. Et un jour, est venu se poser la question des vacances d'été.
Et donc, mes potes, ils me disent « Pourquoi tu viens pas avec nous en vacances ?» Et le premier truc que je dis, c'est « J'ai pas l'argent. » Et moi, donc j'ai pas l'argent, je peux pas venir. Il me dit « Non. » Il me dit « On peut trouver une solution. » Je fais « Non, mes parents vont pas être d'accord parce que de toute façon, il n'y a pas le fric. » Donc, Et là, je reçois une lettre un jour et une sorte ouais, une sorte de pub, quoi, pour le prochain camp d'été. Et je vois une phrase marquée en bas, c'est marqué « L'argent ne doit pas être un problème ». Et je regarde la phrase, je trouvais ça. Je dis l'argent. Et c'est une phrase je pense, qui m'a marqué à vie. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je me dis, en fait, et j'ai trouvé ça assez génial de se dire que l'argent n'est pas un problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le vrai problème? C'est l'envie, la motivation. Et c'est ce contre quoi je me suis battu contre mes parents, avec des parents très, très sérieux, en disant, il n'y a pas les moyens, donc on ne fait pas. Et moi, à côté, dire, ben non, en fait, il n'y a pas les moyens, c'est d'abord, on a envie. Et après, on fait. Enfin, on a envie ou on n'a pas envie. Une fois qu'on a envie, on trouve les moyens. Et c'est ce changement de paradigme qui a bouleversé ma vie, je pense. Je me suis rendu compte que juste en ayant envie, après, on va trouver les moyens. On va trouver les moyens pour y arriver. Et c'est comme ça que j'ai franchi le pas. Et puis, effectivement, on a trouvé les moyens. Et puis j'ai commencé mon premier stage de théâtre l'été, puis ça, avec ce groupe religieux catholique où j'étais le seul de confession musulmane, et c'était très drôle. C'est quoi les œuvres qui t'ont marqué à l'époque? Ça peut paraître assez inaccessible pour, comme tu dis, un enfant de la campagne qui est jeune et qui est pas de ce monde-là. Je pense aux grandes œuvres un petit peu, soit de la Renaissance, soit d'avant. C'est une certaine langue, c'est une certaine... Non, je crois que pour être tout à fait honnête, d'abord, on n'avait pas de livres à la maison, on n'avait pas de pièces de théâtre, je lisais pratiquement pas. Les seuls livres que je devais lire m'emmerder parce que c'était des livres de l'école. Donc lire, c'était pour moi des devoirs. Donc c'était... donc je dirais que avant qu'une œuvre m'ait vraiment marqué, à part vraiment parce que, évidemment, quand on n'a pas beaucoup de livres, c'est beaucoup la télé, forcément. Donc, non, c'était surtout avant je pense que j'arriverai aux œuvres un peu plus tard, mais je crois que c'était vraiment un besoin d'exister dans le regard de l'autre, le besoin d'appartenir à un groupe, et peut-être aussi le besoin d'être aimé, tout simplement, le besoin de faire rire la galerie. Et je crois que l'œuvre est arrivée vraiment est arrivée plus tard avec effectivement des spectacles classiques comme où je suis pas allé avec l'école d'ailleurs. C'était une de mes petites copines qui m'a dit tiens, il y a Jacques Lassalle qui vient à Grenoble. Alors je savais même pas qui était Jacques Lassalle, évidemment. Il me dit, il monte à Andromaque, il faut que tu ailles le voir. Je lui dis, ah bon, c'est quoi Andromaque? C'est qui? Et donc, elle me parle d'Euripide. Moi, Et donc, je rentre dans la salle et effectivement, je n'ai absolument rien compris à la pièce. Vraiment, du début à la fin. Mais j'ai été absolument scotché par l'immensité à la fois de ces acteurs capables de marcher sur un plateau et de proférer des textes dont je comprenais un mot sur deux. Enfin, c'était une langue à laquelle je n'étais pas du tout habitué. C'était des vers alexandrins. Et je suis sorti de là et je me suis dit, mais si un jour j'arrive à faire ça, enfin, si j'arrive à monter un jour sur un plateau comme ça, ou même mettre ça en scène, je serais l'homme le plus heureux du monde. Et je crois que c'était un peu comme ça. Enfin, je dirais pas que c'est la seule œuvre, mais c'est des œuvres de ce type qui m'ont marqué. Mais j'insiste beaucoup sur l'aventure, d'abord l'aventure humaine. Et à quel moment tu te dis que tu as envie d'en faire ta vie? C'est à peu près à la même époque? Ouais, c'est une époque où je finis mes études, des études absolument sans intérêt. Quelles sont-elles? Vraiment sans intérêt. J'ai fait un brevet de technicien supérieur dans l'industrie papetière. Donc j'ai appris à fabriquer du papier. Donc quand je dis que c'est absolument sans intérêt, c'est parce que j'étais complètement paumé dans ma vie. Je savais pas du tout quoi faire. Et donc après, je me suis retrouvé au chômage et je passais ma vie
mes journées à attendre le soir que mes amis sortent de la fac, parce que moi, donc, j'avais terminé mes études, et j'attendais le soir pour qu'on aille faire du théâtre. Et un jour, je me disais, donc j'attendais tout le soir, c'est comme si j'étais en veille, ou en sommeil, toute la journée, puis pouf, je me réveillais pour aller rejoindre mes amis au théâtre, pour aller faire cet atelier qu'on avait ensemble avec un professeur. Et je me suis dit, c'est drôle. Je me suis dit, tiens, Et je sortais du théâtre et je me disais, qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que je suis heureux quand je sors de cet atelier. Puis je me suis dit, mais... Et pourquoi tu ne serais pas heureux tous les jours? Pourquoi tu devrais attendre la fin de la journée pour être heureux? Pourquoi tu devrais attendre... Et pourquoi tu ne serais pas heureux en te levant le matin et te dire, parce que tu ferais ce que tu aimes. Et c'est une sorte d'expérience de pensée comme ça que j'ai émise. Et puis, je devais avoir 22, 23 ans. Je me suis dit, mais si ça, c'est possible d'être heureux tous les jours, à condition de faire ce qu'on aime. C'est comme l'histoire de... C'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais non, il faut d'abord avoir envie, puis après, on trouvera les moyens. C'est des expériences de pensée régulières comme ça que je me suis imposé à moi-même. Et puis, j'ai suivi cette façon de penser. Puis après, j'ai décidé d'en faire mon métier. Il y a un fil conducteur avec les invités qu'on a reçus et qui ont produit de l'écrit. Tu fais partie de ceux qui ont produit de l'écrit, qui ont produit des œuvres. À quel moment tu te dis, je peux passer d'un rôle d'acteur ou même de metteur en scène assez comme ça, rapidos quand on est jeune, j'ai envie d'écrire des œuvres qui vont être publiées. Et est-ce que tu trouves le rapport à l'écriture naturel? Est-ce que c'est un besoin chez toi? Ou est-ce que c'est une difficulté de par l'éducation ou de par le milieu? Je crois que c'est tout à la fois. D'abord, écrire, c'est jamais simple. C'est toujours repartir d'une page blanche, même si on se perfectionne au fur et à mesure des années, parce que on ne naît pas auteur, on devient auteur. Comme on ne naît pas acteur, on devient acteur. C'est pas... Oui, mais parce que je pense que non seulement on devient ce qu'on est, mais en plus il y a quelque chose qui se tisse au fil des années. Mais encore une fois, je crois que c'est toujours la même chose. C'est la rencontre avec un vide, la rencontre avec une nécessité. Je crois que j'ai eu la chance de travailler rapidement en sortant de l'école. J'ai eu la chance de faire une école en France, en Angleterre. L'expérience en Angleterre m'a aussi déplacé énormément et m'a apporté énormément, à la fois humainement, artistiquement. Et puis, je sentais aussi que j'avais énormément de choses à raconter, mais je ne savais pas comment. Je savais aussi que j'avais des choses à apporter, non seulement autour de moi, mais dans mon entourage et pour la société. Et ça peut paraître un peu prétentieux, se dire « je peux apporter quelque chose ». Mais c'est vrai, parce que j'avais le sentiment de percevoir des choses que les autres ne percevaient pas. Alors, autour de moi, je dis. Et je me suis dit « non, il faut que j'apporte un angle supplémentaire, un angle de vue supplémentaire, et ça, je peux le faire qu'en prenant la plume, qu'en prenant la parole. » Et je crois que tous les rôles que j'ai pu jouer chez différents metteurs en scène, à chaque fois, je me retrouvais avec une frustration, en me disant « c'est pas ce que j'ai envie de raconter, c'est pas ce que j'ai envie... » J'ai besoin de raconter quelque chose qui puisse contribuer à un tout. C'est comme si, en fait, j'avançais avec des angles morts, avec des pages blanches qui avaient besoin d'être racontées. Et je pense que c'était aussi lié à l'histoire de mes parents, qui n'a pas été assez racontée, ou mal, et d'un seul coup, donc, c'était une nécessité pour moi de passer à l'écriture, tout simplement. On va passer au fil rouge de ton œuvre. Que moi, Mon je œuvre, perds.
Ah, j'en suis à 6 pièces, hein, donc. C'est le terme générique. Ouais. Mais il y a le fil rouge que j'en retire, moi en tout cas, c'est l'identité. Oui. Et dans son sens moderne, mais également dans son sens général, et que chacun intrinsèquement a sa propre identité. On sent quand même dans ton œuvre la recherche peut-être de qui sommes-nous et qui suis-je. Oui. Et ces différents personnages, ça peut partir de Une étoile pour Noël, même jusqu'à Héritier, ils ont tous le point commun de se chercher. Est-ce que tu peux nous parler c'est quoi cette étincelle de l'identité? Et je parle notamment de peut-être celle qui m'a le plus marqué, c'est Une étoile pour Noël. J'ai l'impression que c'est assez autobiographique. Oui, c'est une très bonne remarque. Une étoile pour Noël, c'est mon petit solo qui m'a transformé. D'ailleurs, c'est le solo qui m'a fait passer de Nasser Ghirayeb à Nasser Djemaï, d'ailleurs. Disons que dans Une étoile pour Noël, c'était une histoire que j'avais racontée à des amis un soir, parce que c'est une histoire vraie. D'ailleurs, dans ce milieu de bourgeoisie catholique, chez un ami où j'avais rencontré sa grand-mère, parce que donc cet ami-là avait eu un accident dans la cour de l'école et je lui avais apporté les devoirs à la maison, parce que c'était un gars avec qui je m'entendais bien. Et sa grand-mère était très touchée du fait que je sois aussi proche de son petit-fils, et puis j'allais dire la fidélité en amitié que j'avais envers mon ami. Et un jour, elle m'a dit, Nasser, ton prénom, il faut qu'on trouve une solution, quoi. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas t'appeler comme ça. Donc, elle m'a proposé de m'appeler Noël. Et moi, j'aimais tellement cette grand-mère que j'ai dit oui. Enfin, tu peux m'appeler même Suzanne si tu veux. Non, je rigole, mais et puis, dans ce petit microcosme, on m'appelait Noël, et je crois que ça me plaisait, en fait, de jouer un autre personnage, en fait, je crois que ce besoin aussi de peut-être d'échapper à la réalité. Et puis, Noël, quelque part, c'était une fiction, peut-être, qui m'allait bien. On sent pas de reproche dans l'œuvre pour cette grand-mère? Non, il n'y a pas de reproche, parce que d'abord, elle m'aimait beaucoup, vraiment, et moi aussi. Et je pense que c'était pour mon bien. Et elle me disait qu'avec un prénom pareil, ça allait pas m'aider dans la vie. Et de son point de vue, je voyais ce qu'elle voulait dire. Même si j'avais 11 ans, c'est terrible, et ça fait tellement mal de sentir ça, que ma seule manière de réagir, c'était de me dire, elle a sans doute raison. Mais par contre, c'est quelque chose que je ne pouvais pas m'avouer à moi-même, en fait. Donc, c'est pour ça que dans ce petit microcosme, on m'appelait. Et puis, quelques temps plus tard, elle a voulu me faire des mèches blondes, et j'avais accepté. Et parce que c'est pareil, c'est parce que je voulais peut-être ressembler à son petit-fils, je sais pas. Hein. Et puis, toujours cette volonté d'être aimé aussi. Et après, je me suis retrouvé à l'aumônerie à vendre des brioches et à faire du théâtre. Et cette histoire de brioche, ça rejoint l'histoire de mon père. Mon père qui, lui, ne maîtrise toujours très, très mal le français. Et un jour, donc, j'étais en Angleterre, là, pour le coup. Donc, là, je fais un saut de 25 ans plus tard, où j'appelle ma mère, et ma mère me dit « Ah, tu sais pas ce qu'il a fait, ton père ?» Je fais quoi? Il me fait « Il y a des scouts qui sont venus taper à la porte, et ils voulaient vendre des brioches. » Et mon père, il leur a dit alors, d'abord, premièrement, il n'y a personne qui est malade à la maison. Et deuxièmement, c'est pas bien de dire que la brioche, ça guérit le cancer. Et en fait, parce que c'était des enfants qui vendaient des brioches pour la lutte contre le cancer. Enfin, pour ça, mon père, il avait rien compris. Il a dit, non, mais de toute façon, la brioche, ça guérit pas le cancer. Et donc, j'ai pris ces deux histoires et j'ai construit un personnage d'un petit Nabil, à défaut de Nasser, effectivement. Et son père va lui demander deux choses. Il va lui demander de pas lui ressembler, donc il va pousser son fils à ne pas lui ressembler, et 2, de devenir Premier ministre. Donc c'est vraiment l'injonction à la réussite sociale. C'est comme si l'échec n'est pas une solution. L'échec ne doit jamais être une solution. Donc c'est l'injonction à la réussite. Et la réussite sociale, c'est comme tous les gens en fait, qui ont une ascension sociale fulgurante, la payent d'une manière ou d'une autre. Ils la payent cash. Alors, ça peut se payer avec
un déracinement avec son milieu social, un déracinement avec sa famille, un rejet, un reniement. Ça peut être d'une violence absolument inouïe. Et puis, on est dans une société qui est dans l'injonction de la réussite sociale. On est dans une société justement, qui veut faire fi justement des origines modestes, parce qu'elle veut transformer tout le monde en petits bourgeois, puisque c'est le logiciel dominant, qui est le logiciel bourgeois, catholique, blanc, pour aller vite. Alors évidemment, ça constitue... Enfin, c'est sujet à discussion, là je vais très vite, hein, mais disons que c'est ce qui est imposé comme valeur dominante et qui n'est pas sans conséquences inconscientes. Et c'est ce que je traite dans Une étoile pour Noël, parce que le petit Nabil va dire oui à tout. Il va dire oui à son père, il va dire oui à la grand-mère qui va le transformer, il va dire oui à la prof qui va l'obliger à faire équipe avec le premier de la classe. Et donc ses notes vont grimper. Il va finir avec les félicitations du jury en terminale, et un jour il va annoncer la grande nouvelle. Il va dépasser même le rêve de son père. C'est pas de devenir Premier ministre, mais il va carrément décider d'être président de la République. Et là, il va être remis à sa place par la grand-mère. Donc c'est toute cette ascension avec non seulement l'injonction de la réussite sociale, mais en même temps, avec le devoir de garder sa place. Et c'est toute cette contradiction que je mets dans Une étoile pour Noël. Alors, je suis un peu long avec Une étoile pour Noël, parce que je vais te dire pourquoi. C'est parce que c'est à partir de là, tous les archétypes qui sont dans Une étoile, on va les retrouver dans toutes les autres pièces. On peut être long, hein. De toute façon, on a tout notre temps, comme tu le sais ici, mais pour moi, Une étoile pour Noël, c'est, indépendamment de la qualité des autres, bien entendu, mais c'est l'œuvre peut-être la plus actuelle aujourd'hui. Et comme c'est toi malheureusement. J'allais y venir. Il y a une double vérité, ou en tout cas que moi je perçois dans la manière dont tu l'écris. C'est premièrement que le petit Nabil, il se perd quelque part dans cette quête, je vais y aller rapidement, mais d'assimilation. Il s'y perd. Et donc, en filigrane, tu dis un petit peu, il ne faut pas perdre ses racines. Oui. Disons que la lecture que je donne dans cette pièce, qui pour moi est ma première pièce, évidemment, et donc elle a aussi quelques fragilités aussi, même dans certains propos, mais il y a la dimension symbolique qui effectivement est sans appel. Disons que la chose la plus importante que j'ai comprise au fur et à mesure, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, c'est que ce n'est pas du tout lié à la notion d'ethnie ou religieuse. En fait, c'est vraiment une question de classe sociale. Une étoile pour Noël raconte d'abord l'histoire d'un enfant pauvre qui arrive dans une famille de riches. Et ensuite vient la couche supérieure, le vernis supérieur qui vient dessus, qui est le fait que Nabil est, en plus de cela, d'origine étrangère et musulmane. Mais disons que le socle commun que je raconte dans Une étoile pour Noël, et c'est la raison pour laquelle ça en fait une pièce universelle, c'est vraiment, j'allais dire, une histoire qu'on peut retrouver chez les enfants d'agriculteurs, chez les enfants paysans, agriculteurs, ouvriers d'usines, etc., etc. Tous ceux qui ont eu cette injonction à dépasser leur classe sociale et se retrouver étrangers à leur propre famille. Simplement, effectivement, Nabil, il a en plus de cela une carte supplémentaire qui est effectivement qu'il est en plus de ça étranger et de religion musulmane. Donc, il cumule les deux. Mais il n'y en a pas un qui vient remplacer l'autre. Et c'est là où je suis très vigilant pour ne pas me tromper dans la lecture de cette pièce. C'est pas... Disons que le fait d'être d'origine musulmane et étranger n'explique pas tout, pour moi.
parce que je connais des gens d'origine musulmane et étrangers et qui s'en sortent très 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 bien, parce que c'est des enfants d'ambassadeurs, c'est des enfants d'ingénieurs et qui passent, voilà. Alors évidemment, ils rencontrent des difficultés, mais c'est pas les mêmes difficultés qu'un enfant d'ouvrier. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Loin de moi, c'est ton œuvre. Ceci étant, moi, en tant que lecteur qui s'approprie un petit peu le récit, l'analyse que j'en fais, elle est légèrement différente de la tienne, parce que il n'y a pas les mêmes parcours, les mêmes choses. Et si j'étais un peu... je dirais que c'est une analyse un peu marxiste des choses. C'est-à-dire, les classes, bien entendu, on ne peut pas les gommer. Mais à une époque où il y a de moins en moins la conscience de classe, je trouve que cette perception, elle devient de plus en plus... non pas superflue, mais elle existe de moins en moins. Et le petit Nabil, qui était avant toi-même, si ça avait été un petit Jean-Jacques, la question du prénom ne se serait pas posée, précisément. Et le prénom, il ne le tire pas de sa classe, mais de ses origines. Donc finalement, est-ce que la grille d'analyse de classe, finalement, elle nous permet pas je trouve qu'elle ne nous permet pas peut-être de penser des enjeux qui sont de plus en plus modernes. C'est ce que j'ai perçu dans cette œuvre-là. La question des prénoms, elle revient éternellement en France. Je ne vais pas reprendre la polémique d'Éric Zemmour, etc., sur les prénoms, donner des prénoms français. Bien sûr. Moi, ça m'a percuté quand je l'ai lu. Je me suis dit, c'était la même chose. Et c'est une réponse. Alors, c'est une bonne analyse. Hein. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que la question de la notion de classe sociale, si elle se perd, je pense qu'il faut la remettre au goût du jour. Si la question de la classe sociale tente à être gommée, c'est justement pour compliquer le débat. Je veux dire que nous faire croire qu'on est tous... nous faire croire que les classes sociales n'existent pas, c'est en gros, c'est balayer les débats. C'est circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, hein. Donc, pour moi, elle est centrale, et même dans ma grille de lecture, elle est vraiment fondamentale, justement pour ne pas tomber dans les écueils de certains débats, justement, qui tendent justement à renverser le problème et ne pas poser, j'allais dire, les vraies questions, les questions d'ordre social. Après, j'en viens maintenant au prénom. Le prénom, en fait, c'est une... Et là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. L'histoire du prénom, c'est effectivement... Il y a tout un imaginaire qui est lié au prénom. Ce n'est pas un hasard, s'appeler Noël ou s'appeler Nabil. Ce n'est pas pareil. Et que les prénoms conditionnent non seulement des trajectoires, mais conditionnent aussi une imagerie qui est liée au parcours d'un individu. Et alors oui, effectivement, j'allais dire, il y a quelque chose qui est... moi, ce qui m'a fait... C'est pareil, encore une fois, c'est des expériences de pensée, où je me suis dit, tiens, alors je devais avoir à peine 11-12 ans, hein, je me suis dit, mais comment ça se fait que je vois aucun dessin animé, aucun film d'action, aucun James Bond où je vois un Malik, un Kader, un Jamel, mais vraiment aucun. Et puis, c'est pas uniquement français, je veux dire, c'est tout ce qui m'est proposé, je vois aucun de mes prénoms qui n'existe en fait nulle part, à part des prénoms de gens qui vont foutre le bordel, ou un méchant, ou un vicieux, ou comme dans les James Bond, il y a toujours un russe, un allemand, ou un japonais qui fomente qui est en train de préparer un attentat, si ce n'est un autre personnage d'origine afghane. Et je me dis, c'est drôle, c'est bizarre, comment ça se fait qu'en fait ces prénoms n'existent pas, en fait. Donc je dis, donc mon prénom Nasser, je peux faire rêver personne alors. Je peux faire rêver personne avec mon prénom, tu savais. Donc quelque part, la grand-mère a raison. C'est pas des... Donc, pour essayer de revenir à ton propos, effectivement, il y a un cliché lié au prénom, il y a un cliché lié à l'imagerie. Ça, c'est quelque chose. Et là, pour le coup, c'est le poids de l'histoire qui est lié à ça. Et ça, c'est tout un travail de déconstruction qui est long, qui est difficile, qui est pas anodin.
Et je pense qu'il y a même des séminaires entiers, il y a même des colloques mondiaux qui sont faits sur le thème des prénoms. Donc c'est pas une question anodine, mais effectivement, si mon Nabil s'appelait Jean-Jacques, il n'aurait pas rencontré les mêmes problèmes, mais il aurait rencontré quand même d'autres problèmes. Mais ce n'est pas les mêmes. Bien sûr, mais après, pour préciser, loin de moi l'idée de dire que les classes n'existent pas ou n'existent plus. Moi, le fil que je tire de cette œuvre-là, c'est que finalement, on peut faire ce qu'on veut, même si les classes existent et les classes sociales existent. Premièrement, la conscience de classe, elle tend à s'effacer avec la mondialisation, le chômage de masse, tout ce qu'on veut. Mmh. Et deuxièmement, c'est ce que tu viens de dire, l'enfant que tu étais ne se reconnaissait pas dans certaines œuvres parce que précisément la question identitaire tend à supprimer, je ne vais pas dire, c'est pas le terme, mais à prendre le dessus sur la question sociale. C'est plus ça le propos. Ça n'est pas dire que la classe n'existe pas, ce serait stupide de le dire. Puis on sait tous d'où on vient, mais malheureusement ou heureusement, c'est un fait social. Moi, je crois que c'est malheureusement, Malheureusement, parce qu'on nous fait croire qu'on est dans des espèces de tout, un pseudo-tout qui tendrait à nous faire croire qu'on est tous égaux, qu'on est tous pareils, que finalement, on appartient tous à une certaine... voilà, en gros, pour aller vite, on est tous des consommateurs, quoi, pour aller vite. Donc c'est un super projet de société, hein. Donc on est tous en fait, le projet de société, c'est de fabriquer les consommateurs de demain. Donc plus des citoyens. Plus de citoyens, donc plus de classe sociale. Donc notre temple, c'est H&M, c'est Carrefour, c'est les grandes surfaces, et puis comme ça, on est tous égaux. Je crois que full sentimental, soif d'idéal. On voit bien que que la dimension spirituelle, la dimension, j'allais dire, du lien avec le sacré est quelque chose qui est littéralement et viscéralement fondamental chez l'être humain, et que si on le balaye d'un côté, ça se retrouvera de l'autre, et que la notion de classe sociale, pour moi, c'est aussi c'est simplement ne pas se tromper de combat. C'est juste ça. Et puis tenter de nous faire croire qu'elle n'existe pas, c'est encore une fois balayer, gommer les aspérités, gommer les différences pour nous faire croire qu'on est tous égaux et encore une fois clore le débat. Ouais. Sur cette question, sur ces questions, j'ai une dernière question que je suis obligé de poser au directeur de théâtre. C'était les problèmes, toutes les problématiques de blackface au théâtre. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je blackface, ouais, le grimage de personnages qui étaient perçus comme pouvant être racistes. Non, j'ai pas de. Enfin, je trouve que oui, je vois le cliché qui est combattu et qui est. Après, je crois qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qui peut être radical, quoi. C'est toujours pareil, hein. On en vient toujours à... Voilà, c'est comme le fait de plus... des proches disaient magnifiquement qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je suis assez d'accord. Je crois qu'à un moment donné, il y a des limites, mais aussi on est dans une société qui, de plus en plus, j'allais dire, procédurière, et de plus en plus, j'allais dire... implacable. Oui, implacable, parce qu'elle... Elle laisse de moins en moins d'aspérité. Je veux dire, tout se lisse. Le règne du politiquement correct est quelque chose pour moi, d'extrêmement inquiétant. Et je crois que, moi, j'ai peur de l'effet boomerang derrière, qui peut être tout aussi dévastateur. Alors, celle qui m'avait assez ému et beaucoup plu, parce qu'après, c'est des trajectoires personnelles qui nous sont communes à toi et à moi, c'est Invisible. Et c'était marrant parce que moi, quand j'ai lu Invisible, je pensais à mon grand-père. Les petits vieux. Tu l'as lu ou tu l'as vu? Sur un banc. Je l'ai lu. Les petits vieux qui sont sur un banc un petit peu. C'est l'histoire. C'est l'histoire de tous les Chibani, un petit peu d'Île-de-France et d'ailleurs. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu parce que j'ai lu qu'il y avait eu en amont de l'écriture de cette œuvre une collecte de prise de parole et notamment de témoignages. Comment ça s'est passé? C'est encore une fois, on revient à une étoile pour Noël, hein. C'est le personnage du père qui est dans une étoile pour Noël que j'ai dupliqué en 5.
parce que je n'aurais jamais pu faire Invisible sans une étoile. C'est à force de jouer une étoile, et je jouais le rôle de mon père, à Shibani. Et tout en jouant le spectacle, régulièrement, je me disais, il faut que je fasse un spectacle sur ces bonhommes que je voyais sur les bancs du haut de ma fenêtre de l'école de Saint-Étienne quand j'étais apprenti acteur. Et je me disais, alors que j'étais en train de répéter une pièce de théâtre, et je me disais, mais en fait, quelque part, le théâtre, il est là, il est devant moi. Il est en bas de la fenêtre, là. Ils sont là. Et je voyais ces hommes au théâtre. Eux-mêmes au théâtre. Qui étaient comme ça. Et puis j'imaginais ce qu'ils pouvaient avoir dans leur tête, à voir les gens passer. Le PMU. Le PMU, effectivement. Qu'est-ce qu'il a embarrassé du fric, mon père, là, dans le PMU. Et Invisible est venu par aussi un désir de mémoire, d'une histoire de jeunes hommes, d'abord, qui ont été appelés, qui ont été vraiment, qu'on est allé chercher là-bas pour venir travailler ici, et qui avaient 18 ans, 17-18 ans à l'époque, et puis on a oublié que ces hommes, un jour, pourraient vieillir. On pensait pas qu'un jour, ces hommes pourraient vieillir, pourraient avoir parce qu'en fait, c'était dans l'inconscient collectif, ce sont des hommes interchangeables, parce qu'une fois qu'ils cassent, on les change. Et puis, en fait, ils étaient là pour faire tourner les usines. On avait besoin de main-d'œuvre à l'époque. Et pour moi, c'était une façon comment dire, c'était aussi un hommage au parcours de mon père, dont il m'a très très peu parlé de son parcours, où j'ai essayé d'avoir quelques bribes à droite, à gauche. Même aujourd'hui, il n'en parle pas beaucoup. Hein. Quelque chose de très humble là-dedans, et puis même une complexité, je pense, par rapport à cette trajectoire qui est pour lui difficile à exprimer. Et je savais qu'il y avait quelque chose de mythologique dans cette histoire. Et encore une fois, je voulais aussi dépasser l'histoire franco-algérienne. Même si l'histoire franco-algérienne était en toile de fond, pour moi, ça raconte l'histoire des hommes, c'est-à-dire l'histoire de n'importe qui doit partir vers une terre pour refaire sa vie, pour redémarrer, etc. Et il se trouve que cette histoire a pour toile de fond, effectivement, l'histoire franco-algérienne et la guerre d'Algérie. Pourquoi je dis ça, c'est parce que dans la pièce, il y a aussi toute la dimension de la quête initiatique de Martin, qui est un enfant métis, et qui est un petit peu à l'image de Énée dans l'Énéide, et qui va descendre, une sorte de descente un périple aux enfers. Aux enfers, ouais. Sachant que dans la mythologie, je crois qu'il y a 5 héros qui ont réussi l'aller-retour, dont Énée, il y a Ulysse, il y a Hercule, il y a Thésée, et puis le dernier, il y en a un cinquième. Je ne vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Je retrouverai. Mais il y en a un cinquième, je crois qu'ils sont 5 en tout cas, et Énée est un des rares à pouvoir descendre dans les enfers pour aller voir son père. Et pour moi, Martin qui rentre dans un foyer Sonacotra, pour moi, c'était une descente aux enfers. Parce qu'effectivement, la vie de ces hommes a vraiment été un enfer dans ce qu'ils ont vécu dans les usines, parce qu'ils étaient là pour travailler. Et une fois qu'ils travaillaient, une fois qu'ils avaient terminé de travailler, ils allaient dormir. Et c'était leur vie, c'était ça, travailler puis dormir. Donc c'était un petit peu ce qu'on vit en ce moment avec le confinement, mais non, sauf que là c'est version luxe à côté. Alors, pour la petite histoire, les 5 sont Héraclès, Psyché, Thésée, Orphée et Énée. Énée, voilà. Ouais. J'ai une question d'ordre entre guillemets personnel. Est-ce que ton père l'a vu? Il l'a vu en vidéo. Et à la fin, il m'a dit « Bravo, Nasser !» Parce qu'en fait, ça raconte, il y a beaucoup de... Parce que ça raconte... c'est aussi une pièce sur la dépendance, sur la vieillesse, donc c'est aussi le thème de ma prochaine pièce, dont on parlera peut-être, Les Gardiennes. Mais effectivement, Invisible, la chose importante que je voulais dire ici, c'était que
ce que la société française a vécu à l'époque, dans les années 60-70, avec les Chibani, c'était déjà un laboratoire du dumping social. Déjà, à l'époque, on avait fait venir des gens pour les faire travailler moins cher, donc tirer sur la masse salariale pour faire monter les bénéfices au maximum. Et ce laboratoire-là, qu'on avait appliqué à des jeunes gens d'origine étrangère, est aujourd'hui appliqué à grande échelle. C'est-à-dire l'attaque directement au salariat, c'est-à-dire payer les gens le moins possible pour en tirer le maximum de bénéfices. C'est-à-dire que quelque part, c'était déjà un labo qui ensuite allait se dupliquer à l'échelle européenne, mondiale, et qu'aujourd'hui on applique en Chine d'ailleurs. Hein. Ce que tu dis, ça me fait penser à, je sais pas si tu as vu si tu connais la fameuse vidéo de Francis Bouygues qui parle en 1960 et des brouettes. Je crois que qui fait l'éloge du travailleur maghrébin dur à la peine et qui rebâtit la France beaucoup plus efficacement que les autochtones, entre guillemets. Bah oui, parce qu'il n'a pas le choix. Bien sûr. Autre œuvre aussi, moi, qui m'a beaucoup plu, mais qui est, alors là, pour le coup, est différente et assez semblable, mais différente dans les personnages et dans l'histoire que tu racontes, c'est Héritier. Héritier, c'est un petit peu alors moi, je l'ai lu comme c'est le syndic de faillite de la France moderne. C'est ça. En gros, c'est le terminus. C'est l'histoire. Tout le monde descend. Tout le monde descend. C'est l'histoire du déclassement, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que finalement, moi, je l'ai retiré comme étant ton propos pour nous dire que la France a vécu à crédit pendant trop longtemps et maintenant, c'est le moment de payer. Ouais, c'est vrai. Bah, ça a commencé dans les années 70. Hein. Je veux dire, le début de la crise, enfin, pour être plus précis, dans les années 80. Vraiment le début en fait, de la financiarisation des entreprises, le moment où justement le pacte de la gauche, justement, en 83 plus exactement, lorsque Mitterrand s'aligne avec Reagan et Thatcher. Et là, la rigueur. Voilà. Et là, c'est l'autoroute. L'autoroute vers la casse, c'est-à-dire le début du déclassement, effectivement, et puis la fin de l'État-providence, qui démarre là, et le début de la mondialisation, d'ailleurs, qui va ensuite s'accélérer avec Internet, dans les années 2000. Mais disons que, oui, Héritier, quand tout à l'heure je parlais de cette position que j'avais, moi, en tant que Nasser devenant Noël, cette place que j'avais de vivre dans la fiction et d'échapper un peu à la réalité de mon quotidien, effectivement, mon Jimmy, lui, s'enferme dans son film et enferme tout le monde avec lui, et tout le monde se ferme les yeux pour nier la réalité qui est que le toit est sur le point de tomber sur la tête de cette famille qui avance à crédit et qui repousse encore plus loin l'échéance. Et je trouvais que c'était plus largement, je dirais que c'est pas que la France, c'est quand même la société occidentale, mais plus largement, enfin, plus précisément l'Europe, la vieille Europe, en fait. La vieille Europe qui est avec son logiciel, j'allais dire, ancien, qui ne fonctionne plus parce que, justement, face à la mondialisation, face aux pays émergents, comment on fait, nous, avec notre passé, j'allais dire, européen, qui est un passé tellement énorme en termes de puissance et de domination, j'allais dire, industrielle, et que là, d'un seul coup, les cartes sont rabattues, quoi. Donc, on ne peut plus faire travailler les gens gratuitement, comme on faisait autrefois. Ces grandes maisons bourgeoises, c'est sûr, elles étaient grandes, elles étaient immenses, parce que jamais la question de qui allait faire le jardin se posait, puisque de toute façon, il y avait des petites mains de partout. On se posait jamais la question de savoir qui allait nettoyer les rideaux, les vitres, qui allait faire à manger, parce que de toute façon, du monde, il y en avait, parce que les gens étaient payés, tout le monde vivait là, quoi. Donc, ces grandes maisons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Et je trouve que c'est un symbole extrêmement puissant sur notre monde aujourd'hui. Il y a un peu un lien, non? Puisque tu nous disais que tu bossais sur ta prochaine
ta prochaine pièce qui allait être sur la dépendance. La dépendance, ben ça c'est pas pareil parce que effectivement oui, alors c'est très juste. La dépendance est aussi présente dans Héritier avec la mère Betty qui un peu l'archétype du personnage de Lyubov dans La Cerisée de Tchekhov. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de on avance encore un jour de gagné. On verra ce qui se passera demain. Et c'est un petit peu ça, en fait, qui se joue. Et non, mais les Gardiennes, c'est encore autre chose. Disons que les Gardiennes, c'est vraiment, alors pour le coup, c'est un peu plus proche d'Invisible. Parce que là, je repars sur une petite tribu, une tribu féminine, de tout un petit microcosme de personnages âgés, de 75 à 80 ans, et qui essayent de refaire société ensemble. C'est des petites femmes, j'allais dire, qui ont travaillé dans l'industrie, anciennement textile, donc autant dire la préhistoire, et qui ont recréé une sorte de microcosme, une sorte de résistance au temps, à la modernité, et en s'inventant j'allais dire tout un, comment on appelle ça, des schémas de survie, et va débarquer la modernité qui va foutre un grand coup de pied là-dedans, et c'est la fille d'une de ces femmes-là cette femme-là est dépendante, donc c'est sa fille qui va débarquer pour dire qu'elle a enfin trouvé une place en EHPAD pour sa mère. Et là, évidemment, c'est la catastrophe pour toutes ces femmes, donc elles vont travailler à saboter ce projet d'EHPAD pour justement ne pas laisser leur ami partir vers ce que j'appelle le grand toboggan. J'ai lu que tu avais dit un jour je veux que ma famille se retrouve dans mon théâtre. Est-ce que tu y es arrivé? Je crois parce que je fais un théâtre vraiment populaire, avec une immense exigence d'abord envers moi-même, mais aussi envers tous mes collaborateurs. Et en ça, on me dit souvent que mon théâtre ou mon écriture est une écriture un peu anglo-saxonne. Et je crois que je trouve ça aussi chez les... entre autres, parce qu'évidemment, il y a d'autres pièces qui s'écrivent en France et qui sont parfaitement accessibles. Mais disons qu'il y a un goût aussi au scénario, à l'écriture scénaristique, et surtout à l'accessibilité immédiate qui me donne le sentiment que ma famille peut se reconnaître dans ce que je fais. T'as déjà fait des petites embardées côté cinéma? C'est pas quelque chose qui te titillerait un peu plus à l'avenir? Oui, mais forcément, mais ce qui me gêne au cinéma, c'est la technique. C'est-à-dire? Ça me saoule. De côté mise en scène? Ah ouais, putain. Dès que tu fais un plan, il faut des lumières, machin, du son, du truc, et ça coûte un pognon pas possible. Et... Tu peux t'en tenir au scénario sinon, si c'est oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que le cinoche, c'est carrément génial, mais j'aimerais, si je pouvais me débarrasser de la technique. Après, on aurait pu me dire, mais non, il y a du monde c'est du théâtre. Pour t'alléger. Je fais non, moi je veux des acteurs, un texte, et puis des planches, et puis ça me va tout à fait. Donc un homme du théâtre, quoi. Oui, mais de plus en plus, ouais. Écoute Nasser, je vais te remercier de nous avoir accueillis. Merci à toi, merci à vous. Nous allons devoir nous séparer. Tu sais qu'il y a une tradition, c'est que je laisse le mot de la fin à l'invité. On va voir si tu as de la répartie ou non. C'est à toi. Eh ben, je dirais que... Non, je pense à une phrase de Charles Péguy qui dit qu'il y a plus dangereux qu'une âme pervertie. C'est une âme habituée. Donc, je milite pour qu'on ne s'habitue pas à l'intenable, de ne pas s'habituer aux horreurs, de ne pas s'habituer à la médiocrité, et qu'il faut lutter chaque jour pour embellir notre vie, parce que c'est un combat de tous les jours. Merci Nasser. Merci.